Quel est le vrai prix de la beauté parfaite? On vous donne un tarif en euros, mais la vérité, c'est que la facture peut être bien plus salée. I woke up one morning and my lip was this size. It's my first time crying with Botox. I can't move my face. This was awesome. Is this permanent? It is. Oh, wow. Au départ, la chirurgie esthétique comme on l'entend aujourd'hui n'a pas été créée pour améliorer le visage, mais pour réparer. Et pourtant, en 2026, on entend partout des gens dire que leur visage est gâché par tel ou tel trait qu'ils haïssent. Il y a même des trends pour ça. Donc, il n'est pas question aujourd'hui d'améliorer nos traits, mais de réparer une injustice génétique. Parce que ce qu'on appelle l'Instagram face, ce type de beauté looks maxé où tout le monde se ressemble un peu, n'est plus une exception pour les réseaux sociaux, mais une norme. Et ceux qui s'éloignent de ces critères sont automatiquement moqués, dégradés, déshumanisés, perdant automatiquement le droit d'être exposés sur les plateformes telles qu'Insta ou TikTok. Sinon, le retour de bâton est automatique. C'est moquerie, raillerie et même harcèlement. Parce que ce serait moche de perdre une occasion d'être hystérique sur l'intratube, n'est-ce pas? Bravo, vous êtes sur Internet. Si tu n'es pas né avec ce type de visage, ce qui est très rare, et si tu as un peu les moyens, pourquoi ne pas tailler ta chair, injecter des produits chimiques dans ta face, te faire ouvrir la cornée pour y installer une rondelle de plastique afin d'en changer la couleur? C'est la question que de nombreux jeunes se posent, pris dans une crise où leur corps change beaucoup et très vite, et qui sont en proie à un malaise sur leur apparence. Leur plateforme préférée leur montre d'autres jeunes gens jugés parfaits qui, juste en grimaçant en ligne, gagnent des millions de followers, likes et argent à coups de en ne faisant absolument rien d'autre que d'exister en étant beau ou jugé comme tel par le plus grand nombre. Comment voulez-vous que les opérations de chirurgie esthétique n'explosent pas chez les jeunes? Ce phénomène, les sociologues l'appellent la normalisation de la modification corporelle. Les interventions chez les 18-24 ans ont bondi de 15 à 20% en seulement quelques années. Et aujourd'hui, les moins de 35 ans représentent entre 25 à 30% du marché total de la chirurgie esthétique et surtout des actes non invasifs, c'est-à-dire les injections. Une étude de l'IFOP de 2021 révélait déjà que 11% des 18-24 avaient déjà eu recours à la chirurgie esthétique et que 47% des femmes de cette tranche d'âge l'envisageaient sérieusement. Alors qu'on n'a jamais eu autant de moyens de se réparer, on ne s'est jamais senti aussi étranger à notre propre visage. Et pour comprendre où cela a commencé à partir en couille, il faut remonter loin. Très loin. Car nos amis les aliens, les Égyptiens, ne nous ont pas attendus pour inventer la rhinoplastie. Dans le papyrus d'Edwin Smith, écrit 1600 ans avant notre ère, on trouve déjà des traces de rhinoplastie. À cette période, l'ablation du nez était une peine judiciaire pour les crimes jugés graves, mais ne méritant pas la mort. Typiquement, les femmes jugées coupables d'adultère, encore elles, voyaient leur visage mutilé pour les marquer à vie. Il y avait d'ailleurs la cité des monstres, appelée rhinocolure, on dirait un médicament pour le rhume, ou contre le rhume, c'est selon. On envoyait dans cette cité des exilés dont on avait coupé le nez. C'était une ville entière de visages brisés, avec des Voldemort qui marchaient partout, quoi. Donc, les criminels essayaient de reconstruire leur pif avec des prothèses à base de bois et de pansements complexes. Pourquoi cette obsession du nez? Parce qu'en Égypte, ton visage, c'était ton passe pour l'éternité. D'ailleurs, lors de la momification, le cerveau était extrait par les narines avec un crochet. Et forcément, quand tu as la délicatesse d'un plombier qui débouche un chiotte, ça brise tout le bazar. Alors les embaumeurs improvisaient les premières prothèses de l'histoire en résine et bouchons de lin. On retrouve énormément de statues égyptiennes au nez cassé. Et si vous pensez que ça s'était cassé par érosion ou fragilité, parfois ça avait bien été brisé pour réduire symboliquement le sujet de la statue à une chouma intersidérale. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Bon, revenons à notre sujet et restons sur l'horreur de la chirurgie nasale avec Gaspare Tagliacozzi. C'est franchement intéressant et unique sa vision de la chirurgie car il est souvent considéré comme étant le premier chirurgien esthétique officiel. À l'époque de la Renaissance, la syphilis et les duels à l'épée faisaient des ravages, laissant les hommes défigurés et socialement bannis. Et Tagliacozzi proposait une solution efficace, bien qu'handicapante et un petit peu chelou. Il prenait pas de chair morte pour faire le nez, il incisait le biceps, genre ici, et il incisait la chair du nez, hop, il est greffé comme ça. Donc du coup, le patient devait rester avec le bras immobilisé contre son nez pendant 20 jours, le temps que les vaisseaux sanguins migrent du bras vers le visage.
Il n'y avait pas de déo à l'époque, hein. J'adore rire. Sans déconner, pendant 25 jours, la chair du bras et du visage fusionnée dans une plaie ouverte et suintante. Les patients décrivaient une odeur de viande avariée constante juste sous leurs narines, alors même qu'ils essayaient de recréer un nez pour retrouver une apparence humaine. Ils devaient littéralement supporter l'odeur de leur propre décomposition pendant 3 semaines. Donc une fois que le greffon avait bien pris, parce que ça marchait relativement bien, on coupait le lien avec le bras pour leur avoir un nouveau nez. Même si la technique est assez perturbante, Tagliacozzi avait compris la souffrance psychologique liée au visage, et à l'époque c'est plus que précurseur. Inutile de te préciser que quand ton quotidien ressemble à ça, ton terrain c'était pas l'essentiel. Bon après, j'ai envie de te dire que tu survivais tellement peu de temps à l'époque que vivre sans nez et être un paria pour aussi peu de temps c'était quand même dommage. Bon, en tout cas l'évolution des chirurgies réparatrices ont fait leur bout de chemin, et la plus grande avancée médicale à ce sujet s'est faite pendant la Première Guerre mondiale. Je vais montrer maintenant des images que vous devez connaître, qui sont dans les livres d'histoire, qu'on a vues au collège, mais elles sont toujours très impressionnantes, donc si vous n'avez pas envie de les voir, vous pouvez sauter à ce timecode précis. Pendant la Grande Guerre, l'artillerie a brisé des visages sans tuer les hommes. On les a appelés les gueules cassées. Ce sont des milliers de jeunes hommes, la vingtaine, qui se sont retrouvés sans mâchoire, sans nez ou sans orbite. Beaucoup refusaient de rentrer chez eux car ils préféraient rester cachés dans des hôpitaux dédiés entre monstres plutôt que de voir l'horreur dans les yeux de leurs propres enfants ou de leurs femmes. Puisque la chirurgie de l'époque ne pouvait pas tout reconstruire, on a fait appel à l'art. Donc il existait des studios pour portraits masques, comme celui d'Anna Coleman Ladd. Les artistes moulaient les visages restants pour créer des prothèses en cuivre galvanisé, ultra fines et légères, peintes à l'huile pour imiter la peau du soldat. On y ajoutait des moustaches en vrai poil, parce que c'était vraiment la mode des moustaches. Les soldats se retrouvaient avec une peau de métal pour remplacer la chair absente, et je vous conseille de voir le film Au revoir là-haut à ce sujet, qui est une petite merveille de poésie qui parle principalement de ces artistes qui rendaient aux jeunes hommes une identité. Mais bon, les prothèses c'est mignon, mais dans les hôpitaux de l'époque, on tentait aussi les greffes de cartilage de mouton ou de côte du patient lui-même pour lui reconstruire le visage. Et pour apporter de la peau, les chirurgiens recréent des espèces de rouleaux de chair, donc en fait des espèces, c'est appelé des valises de peau, qui restaient accrochées d'un côté de la poitrine et de l'autre au visage, un petit peu comme les techniques de Tagliacozzi. Et si la greffe ne prenait pas, la peau mourait et noircissait sur le visage de l'homme réveillé. Donc ils vivaient, eux, avec des bouts de chair pendants, parfois en décomposition sur leur visage. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ce que je suis en train de raconter. Je suis en train de partir dans tous les sens sur la chirurgie esthétique, ça va être n'importe quoi. Voilà, allez on reprend. Avec le temps, on est passé de la réparation du trauma de guerre à de la chirurgie esthétique comme on l'entend aujourd'hui. On s'est d'abord attaqué au gros complexe et rapidement ça a dérivé sur les signes de l'âge, les modifications corporelles pour correspondre aux critères de beauté ou aux modes. Je vais être obligée de parler rapidement d'Orlan, dont le travail consistait à faire de la chirurgie pour modifier son visage afin de correspondre aux critères de beauté de diverses cultures. Orlan, c'est l'une des figures les plus marquantes du body art. Son projet le plus célèbre, la réincarnation de Sainte Orlan, est une série d'opérations performances chirurgicales où elle ne cherchait pas seulement la beauté, mais la fusion de plusieurs modèles historiques, comme choper le front de Mona Lisa, le menton de la Vénus de Botticelli, etc., etc. Le résultat est discutable, ça cherche pas à être esthétique, c'est de l'art. Et d'ailleurs, petite anecdote, pendant ces expos, elle vendait des petites fioles avec un petit peu de sa chair dedans, qui avait été récoltée pendant les opérations. Aujourd'hui, pour certains, la chirurgie n'est plus une libération, c'est une tentative de corriger une faute que seul le patient perçoit, comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Dans les cas les plus graves, les personnes les plus atteintes veulent carrément en finir car elles se trouvent affreuses, comme cette jeune femme par exemple. Les études montrent que 7 à 15% des patients consultant en chirurgie esthétique souffrent de Body Dysmorphic Disorder, for sure. La recherche, notamment celle de la psychologue Catherine Phillips, prouve que la chirurgie n'aide pratiquement jamais les patients dans les cas de dysmorphophobie. Au contraire, elle déplace l'obsession sur une autre partie du corps, aggravant le sentiment de monstruosité. Dans ce cas, on ne cherche plus à ressembler à un humain avec ses asymétries, mais à une image mentale de la perfection, celle de son soi parfait. Combien utilisent leur gueule sous filtre Snapchat à présenter à leur médecin pour référence. Évidemment que c'est impossible d'obtenir ce genre de résultat, mais pour beaucoup c'est comme ça qu'ils se voient dans leur tête. Et le miroir crée un décalage profond entre la façon dont ils se perçoivent et ce qu'ils sont réellement.
En parlant de filtres, on passera rapidement sur celui d'Instagram qui a été banni, qui te permettait de pouvoir observer quels changements tu aurais pu faire sur ton visage si tu passais par la chirurgie. Ou alors le filtre Bolgamour de TikTok qui te modifiait tellement le visage que tu ne te reconnaissais plus, mais qui rendait désespéré un grand nombre de personnes qui voyaient dans ce filtre une version améliorée d'eux-mêmes. Car le visage était parfaitement formaté à ce qu'on considère comme étant les critères de beauté actuels. D'ailleurs, encore une fois, on va rester sur l'histoire de nos téléphones qui nous ruinent la tête, mais je ne sais pas si vous connaissez l'effet zoom dysmorphia. À force de voir leur propre visage en selfie ou en appel vidéo, ça déforme les traits à cause de la focale courte des caméras. Les jeunes développent une version faussée d'eux-mêmes. Ils veulent réparer une distorsion optique qui n'existe pas en réalité. Donc toi aussi, si tu comprends pas pourquoi tu ne te reconnais absolument pas en selfie, c'est à cause de ta fonction grand angle. Et voilà, je t'ai économisé un séjour en Turquie. De rien. À force de vouloir lisser, gonfler, sculpter, le visage perd sa fonction première. L'expression. On finit par obtenir des visages de cire étrangement immobiles. Depuis la sortie de la dernière saison de Stranger Things, Millie Bobby Brown a défrayé les réseaux sociaux pour cette même raison. Les fans ont commencé à se plaindre qu'elle n'arrivait plus à jouer de manière aussi expressive qu'à ses débuts. Cela peut faire suite à un développement du personnage plus froid et plus mature, voire mieux entraîné. Ou alors, comme beaucoup l'ont relevé, les acteurs jouant de plus en plus mal au fil des saisons, c'est certainement aussi une incompétence de la direction des acteurs et pas la faute des acteurs eux-mêmes. Mais cela dérangeait beaucoup les fans de passer de ce type de jeu à ce type de jeu. Lorsque j'ai vu passer ce scandale, je pensais que son absence de jeu était simplement de la lassitude pour son rôle d'antan. J'ai fini par comprendre que c'était probablement l'acide hyaluronique qui était dans son visage qui provoquait un blocage des muscles. Comme beaucoup de jeunes filles de son âge, et surtout dans le milieu du show business, elle s'est fait injecter de 3 choses. On va pas en chier un fromage, Par contre, quand on la voit à l'écran avec sa partenaire de jeu, on voit de nettes différences au niveau des muscles de son visage. Me rendant compte que son jeu était gâché par des injections, j'ai commencé à de moins en moins apprécier les moqueries sur cette jeune femme. Qu'une si jeune actrice promise à une grande carrière soit dans cet état, c'est absolument dramatique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'actrice a été harcelée très jeune, d'abord avant son succès, puis par des journalistes et des fans qui critiquaient la moindre de ses interventions en la passant au scanner à longueur de temps, la sexualisant même à l'âge de 13 ans. Ces critiques constantes ont dû commencer à créer des insécurités chez elle, ce qui personnellement me révolte. Pour ceux qui aient des difficultés à se mouvoir, selon ce chirurgien, c'est une réaction en chaîne qui a provoqué cela, le cercle vicieux de l'atrophie. Écoutez bien parce qu'on touche à la mécanique même de l'aurore organique dans ce cas précis. Quand on injecte massivement de l'acide hyaluronique, par exemple dans les lèvres ou les pommettes, on ne fait pas que remplir, on crée une contrainte physique. Les muscles du visage, qui nous permettaient de rendre lisibles les émotions complexes, se retrouvent complètement figés. Et la règle de base du corps humain, c'est ce qui n'est pas utilisé s'atrophie. Les muscles n'étant pas ou peu sollicités, perdent leur tonicité et leur densité. Between your eyes, the 11s. Go like this. Scrunch. Make a face like this. Go ahead. No, go like this. Go. I don't think I can do that. Et quand l'acide hyaluronique finit par être absorbé, parce que oui, il reste pas éternellement figé dans ton visage, et même il peut migrer, le muscle en dessous est devenu trop faible pour soutenir les tissus. Donc le visage s'affaisse plus que ce qu'il était avant l'injection. Quand tu te retrouves dans cet état, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas refaire une injection pour combler le nouveau creux. Et puis plus on injecte, plus le muscle commence à s'atrophier. Donc on va injecter plus pour compenser la faiblesse du muscle qu'on a soi-même tué. C'est pas seulement que le muscle fond, c'est qu'il est étouffé. L'acide hyaluronique, il agit comme une éponge qui gonfle et écrase les terminaisons nerveuses. À force, le cerveau envoie les signaux pour que tu puisses faire tes expressions. Mais les muscles, c'est devenu des filaments un peu mous et répondent moins bien. Et là, on se retrouve avec des visages comme anesthésiés. Parce que le drame, il n'est pas que physiologique, il est psychologique. Il y a une dose d'adrénaline et de dopamine la première fois que tu fais une chirurgie, paraît-il. Donc, ce moment où tu te retrouves devant le miroir et que tu as l'impression d'avoir enfin atteint l'image mentale que tu chassais le plus. À force de refaire et de refaire de la chirurgie, l'œil s'habitue. Le cerveau, il s'adapte à ce nouveau visage. Et quand le produit finit par migrer ou diminue, tu vas pas chercher à retourner à l'état initial, tu vas chercher à retrouver le pic d'euphorie de la première injection.
Le résultat, il sera jamais aussi propre que la première fois. En tout cas, il te satisfera pas autant parce que tu vas avoir des couches de produits qui vont s'accumuler et tu vas pas retrouver cet effet plumpy que la première fois que t'as fait l'injection. Puis ta tête avec le produit, tu t'en souviens, tu la vois tous les jours, donc tu finis par vouloir mieux. Te dire, je me trouvais bien la première fois, bah là, je sais pas, ça me fait pas l'effet. Ici, on touche à la théorie de l'objectification de Fredrickson et Roberts. Si vous avez le temps, d'ailleurs, je vous mets l'article en barre de description, c'est passionnant. Cette théorie psychologique explique que sous la pression sociale, les individus finissent par se voir comme des objets à regarder plutôt que comme des sujets vivants. Par exemple, des personnes qui veulent être vues comme étant des Barbie, des Ken, des poupées vivantes. Quand on se voit comme un objet, on traite sa chair comme une matière première, comme de la pâte à modeler. Ça peut aller du fait de faire des chirurgies jusqu'au tatouage, on peut aller sur des choses un peu plus minimes. Et cela explique pourquoi les patients acceptent des procédures absurdes. Ils ne ressentent plus leur visage comme une partie de leur système nerveux, mais comme une sculpture. Dans les cas les plus extrêmes, comme Anthony Loffredo, ils partent à l'étranger pour se faire amputer doigts, oreilles, jambes et sexe. Oui, vous m'avez bien entendu. Pour ressembler... En l'occurrence, lui veut être un alien. Mais je m'éloigne du sujet. D'ailleurs, assez sombrement, ils deviennent un peu les sculpteurs d'une statue qu'ils font. Plus t'essaies de rajouter de la matière pour la faire tenir, plus elle s'alourdit et plus elle s'effondre. Et du coup, tu te retrouves avec des visages dysmorphiques au possible. C'est des gens qu'après, ils sont vus comme des monstres de foire, alors que ce sont juste des victimes d'une spirale infernale. On s'est rendu compte en psychologie cognitive qu'il existe un phénomène où le cerveau s'habitue si vite aux changements graduels qu'il perd la notion de norme initiale. Le patient, à force de petites retouches, ne voit plus la déformation globale. Vous connaissez sans doute Jocelyn Wildenstein, on l'appelle souvent la femme chat. À force d'étirements, de chirurgie des paupières et d'implants, ses yeux sont devenus des fentes et ses pommettes des excroissances rigides. Au début, elle disait qu'elle n'avait pas fait chirurgie par honte. Je reviendrai pas là-dessus, mais la chirurgie, à une certaine époque, c'était carrément honteux, ça s'est démocratisé il y a pas si longtemps que ça. Pas du tout touché à la chirurgie esthétique. Non. La seule chose, j'aimais bien faire l'hiver... un peeling, si on appelle ça de la chirurgie esthétique, je sais pas. Alors, Puis ensuite, elle a assumé la volonté de ressembler à un félin, mais beaucoup pensent qu'elle a fini par aller dans la démesure pour arranger ou au moins donner un sens à un trop-plein qu'il avait complètement transformé. Son visage ne bouge plus comme un visage humain, il ressemble à un masque de cuir tendu sur une structure qui n'est même plus osseuse puisque faite d'implants. Cette femme, c'est la Uncanny Valley incarnée et ça me rend beaucoup plus triste de la voir qu'autre chose. Sachez que pour la plupart des gens qui finissent par avoir ce visage-là, ce qu'ils appellent aussi la pillow face, donc c'est ce visage oreillé, un visage tout gonflé comme on peut le voir d'ailleurs sur des stars récentes comme Zac Efron ou Bradley Cooper, c'est certainement et très souvent chirurgiques qui sont motivés par la peur de ne plus être assez. Pour les stars, quand elles ont pas assez ou plus assez de contrats, ou qu'elles pensent qu'elles sont plus assez jeunes ou assez belles, en général, elles vont commencer à pas mal injecter. Parfois même, on va leur dire de faire des interventions comme Lady Gaga. Elle peinait à percer. Il lui avait demandé d'y aller. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui doit être le cas pour Bradley Cooper. On l'avait beaucoup vu dans beaucoup de productions. À mon avis, c'est pour ça qu'il a été pas mal boudé et qu'il a eu moins de contrats. Et il a décidé de faire une intervention pour retrouver les contrats. Et pour les femmes de milliardaires, c'est parce qu'elles ont peur d'être larguées pour une jeunette. Elles ne se sentent plus désirables et ça revient pas mal dans les témoignages de ces femmes qui se font faire beaucoup de chirurgie esthétique. Parfois, c'est aussi juste pour faire comme les copains et les copines. Montrer que tu as les moyens de te payer telle ou telle opération. Je dis ça, mais une augmentation mammaire, c'est 6 000 € et l'implant, il est à changer tous les 10 ans. Vous allez me dire, je le veux bien leur compte en banque, de quoi elles se plaignent. Moi, pour tout l'or du monde, je veux pas être détruite psychologiquement et physiquement en étant allée beaucoup trop loin dans la modification de mon visage. Et n'oubliez pas aussi qu'aux États-Unis, on te file une carte de crédit pour absolument tout et rien. Donc la plupart s'endettent pour payer des opérations sur les personnes lambda, je parle. Et là on parle de l'Occident, mais en Asie, la chirurgie est devenue nécessaire dans certains endroits pour trouver du travail. On vit dans une telle dystopie que j'ai envie de m'aérer le visage d'une balle. Par exemple en Chine, c'est une femme d'1,50 m qui fait un agrandissement des jambes de 2 cm par mois pour trouver du travail en tournant elle-même les boulons un petit peu tous les jours. Mon Dieu! Je trouverai plus facilement du travail après. Être plus grande, c'était mon rêve. J'étais prête à tout pour le réaliser. Cette opération est la chose la plus importante de ma vie. Et quand on parle de chirurgie en Asie, on va penser à Hang Myoku, cette mannequin coréenne qui est devenue tellement obsédée par sa beauté et par la crainte de perdre ses contrats. Après le refus des chirurgiens de continuer à l'opérer, elle a commencé à s'injecter elle-même des substances.
Et quand elle a fini par manquer de silicone, elle a utilisé de l'huile de cuisine. Le résultat, c'est un visage gonflé de manière indescriptible, créant un contraste véritablement terrifiant avec son corps qui est resté frêle. Les tissus se sont nécrosés et l'huile a migré sous les muscles. C'est assez miraculeux qu'elle ait survécu, qu'elle n'ait pas fait une septicémie. Ici, on parle d'une femme qui s'est fait des injections elle-même. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore parlé de l'injection de produits non certifiés, parfois du mastic, parfois de l'huile minérale, vendue sous le manteau par des soi-disant pros, le corps qui réagit en créant des granulomes, c'est-à-dire des petites boules de chair dure inflammatoires que le système immunitaire construit pour isoler le produit étranger du sang. Résultat, on se retrouve avec des visages bosselés, des bouches qui se ferment plus, des tissus qui suintent du produit des années après. C'est un peu ce qui est arrivé au visage de Hang Myok-koo, sauf qu'elle s'est injecté le produit elle-même. Là, je parle de chirurgiens qui n'ont pas de diplôme de médecine. Et les chirurgiens clandestins, ils font n'importe quoi. On a l'affaire des seins en ciment, là. Des centaines de femmes qui se sont vues greffer des implants mammaires, non pas en silicone, mais en ciment ou biopolymère. Parce que l'opération était moins chère à l'étranger. Donc, une des victimes raconte qu'elle est venue confronter le chirurgien parce qu'elle avait d'atroces douleurs et elle commençait à sentir de la nécrose, et quand elle a enlevé le pansement devant lui, il y a un de ses tétons qui est tombé. Le chirurgien l'a ramassé, jeté dans la poubelle et lui a dit « Vous en faites pas, ça repousse. Faudrait lui couper la pince Monseigneur à lui pour voir si ça repousse. » Bref, les victimes rapportent que lorsqu'elles s'assoient ou qu'elles massent la zone, elles entendent et sentent un bruit de papier froissé ou de sable qui crisse sous la peau. Et c'est le ciment qui se craquelle. Lorsque ces plaques de tissu durci frottent contre les côtes ou contre les muscles pectoraux, ça crée des bruits de frottement un peu papier de verre, quoi. Voilà le type de cauchemar dans lequel on peut se retrouver avec des abrutis qui exercent soi-disant la médecine sans avoir aucun diplôme. Mais il y avait ceux qui faisaient ça sans diplôme, mais il y en avait qui faisaient ça avec le diplôme. En France, on a eu le scandale des prothèses PIP. On est sur de la chirurgie légale, payée plein pot, avec des prothèses remplies de silicone industriel. Souvent, l'enveloppe de la prothèse se rompait et le gel industriel irritait les tissus. La patiente développait des inflammations chroniques, rendant les tissus environnants aussi rigides que du cuir. Le mouvement des bras provoquait alors des bruits de succion ou de craquement interne absolument terrifiants pour les patientes, sans compter les infections à longueur de temps. Mais au-delà de ce type de scandale, tu peux aussi faire un rejet simple de la prothèse, comme un rejet de piercing, et la douleur est absolument atroce. Et pour en terminer avec certains cas de chirurgie qui se rapprochent plus du body horror que de l'esthétisme, le dernier cas que je vais vous montrer m'a glacé le sang. On parle du blog de The Losing Face. Il y a peu de temps, je suis tombée sur un blog qui m'a profondément marquée au point d'en vouloir faire une vidéo complète, celui de Lucide Lacovelli. Lucide était une femme comme tant d'autres à l'aube de la cinquantaine. Elle ressentait ce désir naturel de retrouver l'éclat de sa jeunesse. Et pour se redonner confiance, elle décide de franchir le pas et de faire un lifting. Elle confie son visage au docteur Epley. L'opération est un désastre. Son visage et son cou sont si violemment tendus que sa mâchoire se retrouve projetée vers l'arrière. Ce déplacement mécanique entraîne sa langue au fond de sa gorge, obstruant ses voies respiratoires dès qu'elle tente de se tenir droite. Le quotidien de Lucille devient donc une lutte. Le muscle endommagé ne lui permet plus de déglutir normalement. Elle en est réduite à une solution de fortune aussi humiliante que douloureuse. Elle doit soutenir les côtés de sa mâchoire avec un serre-tête ou une spatule pour créer un support artificiel afin de pouvoir simplement respirer. À cela s'ajoute une perte de mobilité quasi totale au niveau du cou. Tourner la tête est devenu une épreuve quasiment impossible. Lucille découvre l'envers du décor de son opération. Alors que le chirurgien lui avait promis qu'elle serait le seul cas de la journée, elle apprend qu'il a mené d'autres interventions simultanément. La durée de son opération, initialement prévue pour 4h30, a été mystérieusement réduite à 3h. Plus grave encore, Lucille avait exprimé une peur viscérale et un refus catégorique de l'anesthésie générale et de l'intubation. Pourtant, au dernier moment, elle y a été contrainte. Pour se protéger, le personnel de la clinique commence à distiller une rumeur. On raconte qu'elle est mentalement instable, qu'elle aurait menacé de mort son précédent chirurgien pour discréditer son histoire. Elle va alors chercher de l'aide, une expertise et un regard neutre, mais elle se heurte à un mur de silence. Aucun chirurgien ne veut l'ausculter.
Pour ses pairs, elle simule. Lucie, elle, est convaincue d'une terrible réalité. Ils sont tous de mèche avec Eppley et se serrent les coudes pour couvrir l'erreur médicale. En attendant, elle est maintenant obligée de maintenir sa peau avec un autre système de pince à linge pour pouvoir continuer à respirer. Sans expertise médicale, le système judiciaire lui tourne le dos. Lucie ne peut pas poursuivre le chirurgien. Pire, la justice finit par se retourner contre elle et un juge condamne Lucille à retirer ce qu'il qualifie de fausses accusations. Je rappelle qu'il n'y a pas de preuves cliniques. Le coup de grâce tombe. Elle est condamnée à verser 400 000 $ de dommages et intérêts au chirurgien. 400 000 $ pour avoir dénoncé son propre calvaire. Mais le jugement est arrivé trop tard. 2 semaines avant que cette sentence ne tombe, Lucie Iacovedi avait choisi de mettre fin à ses jours. Elle a emporté avec elle son visage brisé, laissant derrière un blog comme dernier témoin d'une justice qui n'est jamais venue. Son dernier article est absolument glaçant. Mon maintien à la vie est si précaire qu'il m'est presque impossible de sortir acheter le strict nécessaire. Je n'ai personne pour faire les choses à ma place. Et de plus, je ne permettrai à personne de le faire. La dépendance m'est totalement inacceptable. Il m'est possible de comprendre le type d'image que je renvoie aux autres quand j'essaie seulement d'accomplir une tâche simple, comme faire les courses. À en juger par la réaction de parfaits inconnus, je dois être assez éprouvante à voir, car je ne peux même pas rentrer dans un magasin, acheter quelques articles et repartir sans que quelqu'un ne vienne me demander si je vais bien. Souvent, son cas est cité pour des chirurgies ratées et l'absence de justice. Mais pour Lucille, c'est pas si simple. Sa sœur l'accuse d'être schizophrène et bipolaire et qu'elle aurait inventé son mal. Alors, attention, Lucille et sa sœur s'entendaient excessivement mal et s'envoyaient des fions par blog interposé à longueur de temps. Mais il est vrai qu'il est assez troublant de regarder les rapports de radiologues, d'ORL et de pneumologues que Lucille poste sur son propre blog pour prouver des dommages structurels. Alors qu'on voit vraiment qu'elle peut déglutir. Elle est tout à fait en capacité de respirer. Alors, est-ce que le mal de Lucille était exclusivement dans sa tête? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas du tout reçu l'aide dont elle avait besoin. Elle était dans une grande souffrance, qu'elle soit psychologique ou physique. Et elle aurait dû recevoir de l'aide. En tout cas, si vous pensiez qu'étirer une peau au point de ne plus pouvoir respirer est impossible, je vais vous prouver par la suite que non. Vous n'avez encore rien vu. Le cas de Lucille est spécial et on peut vraiment se questionner, mais je pense qu'en termes de peau étirée, vous avez dû vous rappeler du Dr Kim. Ce chirurgien est devenu un mème, une légende urbaine de TikTok. Sur son compte, on y voit des visages filmés quelques heures seulement après un lifting extrême. La peau est si tendue qu'elle semble être plantée sur une tente Quechua, car le Dr Kim vous promet un lifting à la Benjamin Button, et je déconne pas. Ce fameux Dr Kim poste des vidéos pour promouvoir son cabinet avec des vidéos, ma foi, terrifiantes. Il appose un filigrane sur ses vidéos, mais on peut retrouver d'autres chirurgiens postant les mêmes vidéos non filigranées avec d'autres plans du patient. Du coup, à qui appartiennent les vidéos, on n'en sait rien. Sur chaque compte de chaque chirurgien, il y a un lien WhatsApp qui est le même que celui du Dr Kim. Ils ont tous le même lien de contact WhatsApp. Et d'ailleurs, le Dr Kim n'existe même pas car la photo qu'il utilise sur son site est un tout autre chirurgien coréen qui ne fait absolument pas ses opérations. Purée, en termes de charlatan, c'est un terrier de lapin ce truc. Et pourtant, ces vidéos font des millions de vues avec plein de jeunes qui veulent bien partir en Chine pour aller se faire refaire chez lui. Je comprends que c'est tentant de regarder les résultats en ligne et d'aller choisir un chirurgien comme ça, mais c'est relativement dangereux. Je ne sais pas si vous vous souvenez récemment du cas de Mathieu Viguier-Latour, un des cas les plus tristes que j'ai pu voir ces dernières années. On est en 2024, Mathieu veut juste une barbe plus dense, qui peine un petit peu à pousser. Il part en Turquie, attiré par le coût de l'opération qui est de 1 300 €, ce qui est beaucoup moins cher que s'il avait fait en France. Sauf que derrière le masque du soignant se cachait un agent immobilier qui n'avait aucune formation. Mathieu s'est retrouvé avec des brûlures constantes et surtout un reflet qu'il ne reconnaissait plus du tout. Le choc psychologique a été d'une violence extrême. On parle d'un homme qui a fait une opération pour se sentir mieux et dont la douleur va devenir plus qu'omniprésente. C'est pour ces raisons que Mathieu a décidé de partir 3 mois plus tard depuis sa chambre d'étudiant, laissant derrière lui une famille éplorée. C'est ça la réalité de la fast fashion du corps. On transforme des jeunes gens en produits défectueux, puis on les laisse seuls avec leur honte. Leur faire croire que leur peau n'est que de la pâte à modeler et que les opérations sont bénignes alors que les conséquences peuvent être dramatiques, ça a tendance à me révolter. Même si les influenceurs ont l'air de passer sous le scalpel comme ils iraient chez le coiffeur, c'est quand même autre chose que de devoir choisir la couleur de son slip. On peut modifier la peau, mais on ne pourra jamais opérer la dysmorphie ou le vide intérieur. Avant de vous lancer dans une quête de perfection sans fin, cherchez d'abord une écoute psychologique. Il est d'ailleurs préférable de soigner son regard sur soi-même plutôt que de finir avec des dommages physiques que vous porterez toute votre vie.
Vous êtes beaux. Tous. On est tous beaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des boosts, partagez la vidéo à ceux à qui elle parlera certainement. Et dites-moi bien sûr ce que vous en pensez en commentaire. En général, je réponds à tous les commentaires. Et encore une fois, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine sur Eldritch Tales.